Bonjour à tous. Bienvenue dans notre premier cours d'interface et protocole de communication. Nous débutons aujourd'hui par une introduction aux systèmes ordinés, qui sont les systèmes numériques retrouvés dans les aéronefs, un peu plus sophistiqués que les anciens instruments analogiques. Débutons notre présentation. Tout d'abord, nous savons qu'un pilote a besoin de plusieurs informations dans le but d'être capable de naviguer sécuritairement. Il a besoin d'avoir l'assiette de son aéronef, de connaître des données comme sa vitesse, son altitude, ce genre de choses, des données de navigation comme la radiale VAR sur laquelle il se trouve, ou la distance DME entre une prochaine station. Il doit aussi surveiller plusieurs paramètres de l'aéronef, comme des paramètres de ses moteurs, de son niveau d'essence et ce genre de choses. Il y a plusieurs façons pour obtenir et afficher toutes ces informations. Nous pouvons diviser la technologie en deux grandes catégories, soit la technologie analogique, sur l'aviation générale ou les aéronefs plus anciens, et la technologie numérique sur les aéronefs plus modernes. Commençons par un retour sur les différents équipements analogiques qu'on retrouve dans l'aviation générale. Par exemple, nous pouvons avoir besoin de données de navigation ou de communication radio, comme avec une radio COM ou NAV, etc. Nous voyons l'exemple ici d'un récepteur avec une sélection de fréquences qui se retrouve directement sur la radio. Tout est compris dans la même boîte, il n'y a aucune autre communication externe et il n'y a aucun bus de données numérique. Le bouton de contrôle est directement dans le même radio qui fera la réception. Les données qui seront reçues par exemple, un récepteur NAV pour le VAR et le ILS, seront envoyées sous forme de signaux analogiques à nos indicateurs. L'indicateur et les aiguilles vont donc bouger pour indiquer la donnée sur laquelle on se trouve, la radiale VAR ou la donnée ILS, et toutes ces données seront transférées sous forme analogique entre le radio et l'indicateur. C'est la même chose pour les données anémobarométriques, qui est un grand mot qui veut dire en général Air Data. Donc tout ce qui vient du Air Data Computer ou du module Air Data est ce qu'on appelle en français les données anémobarométriques. Par exemple, nous connaissons l'altimètre. L'altimètre a besoin d'une prise statique pour capter la pression d'air environnante et il va comparer cette pression d'air avec une référence de pression au sol, compris dans une petite capsule. La comparaison entre ces deux pressions se fait de façon purement mécanique et la donnée sera donc affichée sur un indicateur entièrement analogique. Il n'y a pas de données numériques qui circulent entre le Air Data, le module anémobarométrique et l'indicateur. Nous pouvons prendre l'exemple aussi du variomètre, lequel détermine la vitesse de variation verticale. Le variomètre va calculer lui aussi, de façon mécanique, quelle est la variation de pression. Une plus grande variation de pression indiquera une plus grande variation de altitude, donc de vitesse verticale. Encore une fois, ce sont des données entièrement analogiques. Même chose pour l'anémomètre. Anémomètre qui indiquera la vitesse de l'aéronef. Pour indiquer cette vitesse,
nous faisons la comparaison entre deux pressions. Ces pressions, captées par le tube pitot, comprennent la pression statique, qui est donc la pression environnante, et la pression dynamique, prise par le bout du tube pitot. Plus l'aéronef va vite, plus il y a de pression dynamique qui entre par le bout du tube pitot, et la comparaison entre la pression dynamique et la pression statique amènera donc notre vitesse. Encore une fois, c'est calculé de façon mécanique par un différentiel de pression, et cela va donc faire bouger notre aiguille de façon purement analogique pour indiquer au pilote la vitesse de son aéronef. Faisons maintenant une comparaison avec les aéronefs modernes, lesquels utilisent des signaux numériques entre leurs différents capteurs, les différents ordinateurs et le tableau de bord. Par exemple, revenons avec notre radio qui pourrait recevoir des fréquences COM ou des fréquences NAV. Nous avons un contrôleur qui est situé dans le cockpit, mais le radio est situé dans la baie avionique. Il n'y a pas assez de place, en fin de compte, dans le cockpit pour installer le radio dans son ensemble. Nous n'avons que le petit contrôleur, juste le petit interface qui permet de changer la fréquence. Il faut que cette interface envoie la commande de sélection de fréquence au radio qui est situé dans la baie avionique. La communication entre les deux se fait cette fois-ci de façon numérique. Il y a un bus de données numérique qui va envoyer les informations codées d'une façon numérique, avec donc des 0 et des 1, pour envoyer la sélection de fréquences au radio dans le cockpit, dans la baie avionique, excusez-moi. Lorsque le radio dans la baie avionique aura reçu des informations de son antenne, des informations VAR ou de navigation générale, il devra transmettre ces informations au pilote. Encore une fois, ces informations seront transmises de façon numérique, et ce sera donc un bus de données numériques sur lequel vont circuler ces informations pour revenir à l'écran du pilote. Le pilote va donc voir les différentes informations demandées, mais tout cela va circuler par un bus de données numérique. Par rapport à nos données anémobarométriques, donc encore une fois, nous avons besoin d'un tube pitot et d'une prise statique dans le but de capter les pressions environnantes. Ces pressions, ces deux types de pressions, vont être envoyées dans l'Air Data Computer, ou l'ordinateur anémobarométrique. Nous voyons les prises de pression ici, pression statique et pression totale, mais à l'intérieur de cette boîte électronique, l'ordinateur va calculer plusieurs paramètres et va envoyer les informations sur un bus de données numérique au travers ce connecteur ici. Ce sera donc des données analogiques qui vont rentrer, comme la pression, mais ce sera des données numériques qui seront converties sous un format numérique qui vont être envoyées par l'ordinateur anémobarométrique. Si on regarde un peu les signaux qui vont entrer dans notre ordinateur par rapport à ceux qui vont sortir, l'entrée de notre ordinateur anémobarométrique, le Air Data Computer, va comprendre des signaux comme la pression pitot, la pression statique, la pression totale, la température de l'air,
l'angle d'attaque de mon aéronef et ce genre de choses. Toutes ces données sont des données analogiques ou des pressions. L'ordinateur va les convertir, va faire plusieurs calculs à l'intérieur et va nous donner des résultats sous forme de signaux numériques. Des résultats qui vont nous indiquer des choses comme l'altitude, la vitesse de l'aéronef, la température extérieure, l'angle d'attaque, la vitesse Mach, ce genre de choses, mais sous un format numérique cette fois-ci. Les données qui vont sortir de notre ordinateur anémobarométrique seront donc envoyées au pilote dans une interface comme celle-ci, appelée une Electronic Attitude and Direction Indicator, et le pilote pourra donc prendre conscience de toutes ces données et naviguer sécuritairement. La communication entre les deux est entièrement numérique. Terminons avec quelques exemples de schémas réels, des schémas que nous pouvons retrouver dans des aéronefs en utilisation actuellement. Ce sont des schémas aussi que vous pouvez voir souvent dans les pages de menu des ordinateurs de bord. Quand vous allez faire du diagnostic ou de la validation de système, vous allez fréquemment voir ce type de schéma, ce type de représentation, et il est important de pouvoir s'y fier et s'y retrouver lorsqu'on va faire un dépannage. Ce sont des schémas qui sont simplifiés. Nous ne voyons pas les numéros de fils, nous ne voyons pas le nombre de fils, mais nous voyons les connexions entre un système et un autre. Prenons un premier exemple. Regardons ce schéma. C'est un schéma qui indique un peu toutes les informations qui vont rentrer dans nos ordinateurs Air Data Computer, nos ordinateurs anémobarométriques. Par contre, ces ordinateurs que nous voyons ici au centre sont en plus combinés avec un autre système de référence qu'on appelle le Inertial Reference System, système de référence inertiel qui comprend probablement un accéléromètre ou un système inertiel laser ou ce genre de choses. Le Air Data Computer combiné au système de référence inertiel donne ce qu'on appelle un module complet, le ADIRU, le Air Data and Inertial Reference Unit. Par mesure de redondance, nous voyons que nous avons 3 de ces ordinateurs, le ADIRU 1, le 2 et le 3, ici. Qu'est-ce qui rentre comme information dans ces ordinateurs? De quoi ces ordinateurs ont besoin comme données pour fonctionner? Dans ce schéma, on ne voit pas la sortie des ordinateurs ADIRU, mais bien les différentes entrées, surtout celles relatives aux pressions. Regardons un peu ici. Nous voyons le tube pitot du capitaine, un autre tube pitot en stand-by. Nous avons ici le capteur de température, Total Air Temperature. Nous avons ici le sensor, le capteur d'angle d'attaque. Nous voyons le port statique, de pression statique du capitaine, le port de pression statique du First Officer et un troisième port statique en stand-by. Il y a donc une bonne redondance sur nos capteurs autant que sur nos ordinateurs d'analyse. Dans ce cas précis, vous voyez par exemple le tube pitot du capitaine va capter la pression pitostatique, la pression totale, pression dynamique et la pression statique, et va rentrer dans un petit, ici, Analog to Digital module.
c'est un petit module de conversion analogue vers digital. Dans ce schéma précis, il faut donc comprendre que les signaux analogiques de pression du tube pitot sont convertis en signaux numériques par ce petit module. Et finalement, ce sera donc des signaux numériques qui vont entrer dans notre ADIRU numéro 1 ici. Même chose pour les ports statiques, ici du First Officer, du capitaine, qui vont être convertis en signaux numériques par les modules ADM ici présents. Par contre, nous remarquons aussi qu'il possède et qu'il demeure deux instruments purement analogiques qui sont utilisés en stand-by au cas où les systèmes numériques viennent en défaillance. Nous avons un indicateur de vitesse et un indicateur d'altitude qui sont purement analogiques. Nous voyons ici que le tube pitot et sa pression rentrent directement dans l'indicateur, dans l'anémomètre. Il est converti par la suite pour aller alimenter de façon numérique les données nécessaires à notre ADIRU numéro 3. Même chose pour le port statique ici. Il demeure en format analogique pour être envoyé dans nos indicateurs. Donc, ce système comprend principalement un système numérique avec les 3 ADIRU, mais aussi un système encore analogique en stand-by. Continuons avec un autre schéma qui parle encore une fois, comme vous pouvez voir, des 3 ADIRU, ADIRU 1, 2 et 3. Mais cette fois-ci, nous voyons plutôt la sortie de ces ordinateurs, vers où les informations qui ont été récoltées, les informations analogiques converties en numérique, vers où sont-elles dirigées par la suite? Eh bien, regardez. Si on prend encore l'exemple de notre ADIRU numéro 1, vous voyez les sorties du système inertiel et du Air Data Computer qui se dirigent principalement, en premier lieu, vers ce qu'on appelle le Display Management Computer, donc l'ordinateur qui va gérer l'affichage. À la sortie de cet ordinateur d'affichage, nous allons directement sur les écrans PFD, Primary Flight Display, et le ND, Navigation Display, qui sont donc visibles au pilote. Par contre, il y a une bonne redondance dans ces systèmes, comme habituellement en avionique. En plus d'être envoyé à l'ordinateur le Display Management Computer numéro 1, les mêmes informations vont être envoyées au Display Management Computer numéro 3. Vous voyez que les informations sont aussi envoyées ici. Ce qui veut dire que si on a une défaillance de cet ordinateur ici, nous pourrons toujours avoir les informations qui proviennent du Display Management Computer numéro 1 et le pilote pourra toujours voir les informations sur ces écrans ici en haut. C'est important d'être capable de regarder ce type de schéma pour être capable de faire un diagnostic rapide et éliminer certaines sources d'erreurs s'il y a une défaillance. Par exemple, si le pilote ici ne peut plus voir du tout d'informations sur son système, mais qu'en appuyant sur un certain bouton, il est capable d'aller chercher les informations à partir de l'ordinateur numéro 3, il pourra donc encore voir ces informations si l'ordinateur numéro 3 fonctionne. Ça nous indiquerait que c'est peut-être l'ordinateur numéro 1 qui est défectueux. Alors que si dans tous les cas, il est impossible pour lui de voir les informations,
il serait très peu probable que les deux ordinateurs soient brûlés en même temps, alors on mettrait peut-être en doute les affichages. Donc c'est une façon très simplifiée de voir comment on peut déduire et débuter notre dépannage. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre circuit? On voit ici l'ordinateur Air Traffic Control, donc un ordinateur qui va vérifier certaines autorisations pour savoir si on peut approcher d'un aéroport ou ce genre de choses. Cet ordinateur a besoin des données de notre Air Data Computer, comme la vitesse, l'altitude, pour être envoyé à la tour de contrôle et gérer le trafic aérien. Le même genre d'informations doit être envoyé, en plus des informations de référence inertielle, à notre Flight Management and Guidance Electronic Computer, un gros système de gestion de vol. Ce qu'on appelle souvent le FMS, Flight Management System. Celui-ci est en version peut-être un peu plus évoluée. Le système de référence inertielle, qui indique aussi la position réelle de l'aéronef, est envoyé à notre module Weather Radar, donc notre radar météo, qui va nous indiquer si on se dirige vers une turbulence ou vers un orage ou quelque chose comme ça. Donc, sans rentrer dans tous les détails, vous pouvez voir les redondances et les signaux qui sont envoyés vers les différents ordinateurs d'affichage, vers l'affichage du pilote, vers l'affichage du copilote, et ainsi de suite. S'il y a donc un bris dans ce système, c'est avec ce type de schéma simplifié qu'on va pouvoir essayer de cibler la panne un peu plus. Regardons ici un système encore semblable, mais juste représenté un peu différemment. Vous devriez être capable de déduire le fonctionnement global de ce système, en fin de compte de tous ces systèmes qui travaillent l'un avec l'autre et de leur interaction. Vous voyez ici tous les systèmes que nous connaissons de base sur le côté, Air Traffic Control, le GPS, le récepteur VAR, capteur DME, le Automatic Direction Finder et le Instrument Landing System. Tous semblent être doublés. Vous voyez qu'il y a deux systèmes un par-dessus l'autre. Il y a donc déjà une redondance. MLS en passant pour Microwave Landing System, système d'atterrissage à l'aide de ondes très courtes de micro-ondes. Nous avons encore un Air Data Computer, donc un ordinateur anémobarométrique. On se doute que tous les tubes pitot et les passes statiques vont rentrer dans cet ordinateur-là. Nous avons un Inertial Reference Unit, donc système de référence inertiel, qui semble être en triple référence, en triple redondance. L'ordinateur Flight Management Computer, ainsi que son écran de contrôle, sont bien présents ici au centre. Et on voit que beaucoup de données vont circuler vers cet ordinateur, étant donné que c'est un ordinateur qui gère une très bonne partie de votre navigation. Tout ça est envoyé au final vers les écrans des pilotes et des copilotes, qu'on appelle par Display Electronic Unit. Donc, ici, vous voyez qu'il y a trois redondances, encore une fois, probablement pour les écrans du pilote, du copilote et les écrans stand-by. Nous avons ici un système, une unité pour indiquer toutes les fautes, le Centralized Fault Detection and Indicator Unit, donc une interface qui va indiquer quelles sont les fautes de notre système au pilote s'il y a des défaillances à certains endroits et les codes d'erreur. Ces informations qui proviennent du Flight Management Computer doivent aussi être envoyées au Flight Control Computer, celui qui
dirige et qui contrôle nos gouvernes avec l'autopilote et tous ces systèmes. Nous voyons ici l'ordinateur TCAS pour le Traffic Collision Avoidance System, donc l'ordinateur qui va communiquer avec les autres aéronefs dans son environnement immédiat pour éviter toute possibilité de collision. Et en dernier lieu, nous voyons ici le Ground Proximity Warning System, donc un autre système qui va vérifier la distance de l'aéronef avec le sol pour s'assurer que nous gardons une altitude sécuritaire. Et ce, malgré les variations du paysage, de la géographie comme collines et autres choses. Nous voyons donc un peu tous les systèmes compris dans notre aéronef, le MD-11, et nous voyons un peu leur interaction. Et encore une fois, si un de ces ordinateurs vient en défaillance, avec ce schéma simplifié, nous devrions être capables de voir les interactions et donc ça nous amènerait à une première étape de diagnostic. En dernier lieu, je vous présente ici le système FMS, donc le Flight Management System, mais sur le Airbus 330 et 320. Donc des systèmes, encore une fois, relativement récents. Ici, on ne voit pas grand-chose, grand système. On ne voit que les Flight Management and Guidance Computer numéro 1 et numéro 2, avec leur petit écran de contrôle ici, qu'on peut entrer nos données. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir un peu plus l'interface du pilote. Le pilote, comme vous pouvez voir, possède son Primary Flight Display et le Navigation Display du côté du pilote, le Navigation Display et le Primary Flight Display du côté copilote. Et en haut, nous voyons nos différents panneaux de contrôle. Donc le contrôle pour le Navigation Display numéro 1 et pour le numéro 2, ainsi que le Flight Control Unit, ce qui veut dire le contrôleur du pilote automatique. C'est donc un bref survol sur les systèmes avioniques intégrés, les systèmes ordinés, donc systèmes qui communiquent tous ensemble par des bosses de données numériques. Donc, ce n'est que plein de 0 et de 1 qui circulent entre ces différents ordinateurs. Et c'est justement le but du cours de protocole, de comprendre quels sont les messages et le format de ces messages qui est envoyé dans les bosses de communication numérique. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci pour votre attention. Au revoir.